Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé, ce vendredi 29 août 2025, les 9h19, heure de Boston. Hier, j'ai fait une petite annonce sur ma page Facebook que j'allais faire une petite vidéo pour donner mon point de vue sur la géopolitique, le racisme, le panafricanisme, les défis réels essentiels à notre survie en Afrique en général et en Guinée en particulier. D'abord, qu'est-ce que la géopolitique? Nous n'allons pas aller dans les définitions classiques, il y a beaucoup de définitions. Nous allons aller avec des définitions plus basiques pour faire comprendre à plusieurs personnes qui n'ont aucune idée, même en lisant les différentes définitions. D'abord, la géopolitique a vu le jour au 19e siècle en Allemagne et puis elle s'est répandue à travers le monde. Qu'est-ce que réellement la géopolitique? La géopolitique est une lutte d'influence, une lutte d'intérêt entre des États, généralement à nos jours entre les puissances, pour le contrôle d'un territoire. Ça peut être un territoire maritime, c'est-à-dire un endroit de la mer stratégique que chacun veut contrôler. Ça peut être le contrôle de d'un territoire terrestre ou le contrôle d'un pays et toute sa population. Et vous voyez que les États-Unis ont des bases militaires partout. C'est de la géopolitique, c'est pour avoir des influences sur des territoires, sur des endroits. Et même exemple aussi terre à terre, quand Muammar Kadhafi était vivant, il s'est rabattu parce qu'il était déjà membre de la Ligue arabe. Il ne s'est pas entendu avec eux, s'est retiré. Il est venu investir beaucoup dans les pays subsahariens, dans nos pays africains, mais subsahariens. Donc, il avait beaucoup de chefs d'État des pays subsahariens qui le faisaient allégeance. Donc, c'était de la géopolitique pour lui. Avec ça, il avait beaucoup d'influence par rapport aux pays arabes, par rapport à quelques pays, parce qu'il avait beaucoup de pays africains derrière lui. Les gens disaient, Muammar Kadhafi est gentil, il aime l'Afrique, il aime l'investissement. Non, c'était de la géopolitique. Tu utilises tous les moyens. Plus souvent, les gens utilisent les moyens financiers pour corrompre les États, pour acheter la conscience des populations, des chefs, pour pouvoir investir dans un pays, pour que le pays soit à leur disposition. Si ça ne marche pas, ils passent par la méthode forte. Ils font des guerres, font des déstabilisations. En un mot, il n'y a pas d'éthique dans la géopolitique. Il n'y a pas de morale dans la géopolitique. Ce sont des intérêts. C'est l'intérêt de mon pays ou rien. Par exemple, les grandes puissances aujourd'hui, comme les États-Unis, la Russie, la Chine, les autres pays, chacun a sa méthode pour contrôler sa zone d'influence. Donc, c'est un peu, à l'école, la géopolitique englobe, quand on étudie la géopolitique, ça englobe l'histoire, la géographie, la politique, l'économie, et sans oublier la démographie. Parce que il faut étudier le comportement d'une population et de tout un peuple pour un peu savoir ce qui peut arriver demain et ce qui peut arriver avec des natalités ou avec l'arrêt de natalité, ce que ça peut donner dans 20 ans, 30 ans, pour pouvoir prédire les choses. Donc, nous en Afrique, la géopolitique nous a échappé. Parce que déjà, on aime accuser le fait qu'on a été colonisé, le fait qu'on nous a réduit en esclavage,
D'abord, l'esclavage existait chez nous, entre nous les Africains. Il y avait ceux qui étaient des nobles et les esclaves. Donc, même chez les Arabes, l'esclavage existait entre eux. Donc, l'esclavage, c'est vrai que l'esclavage de masse que les grandes puissances ont fait en venant diviser l'Afrique, en colonisant, en imposant leur culture et leur façon de vivre, en imposant la force, et ce qui était un peu mal perçu, mais entre nous, on était réduit en esclavage entre nous. Donc, après tout ça, moi je pense que la géopolitique ne peut pas, l'Afrique ne pourra s'imposer que quand elle prendra au sérieux cette histoire de géopolitique en prenant en compte tous les aspects qui contribuent et pour que l'Afrique soit puissante. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas non plus de la petite réflexion, ça demande de grandes réflexions, ça demande de grands travaux et ça demande vraiment les capacités à pouvoir garder nos secrets, parce qu'en Afrique on n'a pas de secrets. Tous nos trucs sont... Les gens ont accès à ça. Et dans les grands pays, tu n'as pas accès à certaines informations. Il n'en est même pas question. Donc, pour moi, si l'Afrique veut vraiment être influent, même pas conquérir les autres territoires ou les autres nations, comme l'ont fait les autres dans les siècles passés, mais pour que nous devenions importants, il va falloir s'imposer sur le plan géopolitique dans le monde pour qu'on puisse nous respecter. Maintenant, le deuxième sujet, c'était le racisme. Il y a beaucoup de sujets à débattre dans la géopolitique. Hein. C'est juste une petite aperçu et rapidement, quoi. Donc, le racisme. Comment moi je conçois le racisme? D'abord, moi je conçois le racisme à deux niveaux. Les gens, les Afro-Américains par exemple, ceux qui ont été déportés et enlevés de leur famille par force en Afrique et envoyés dans les Caraïbes, aux États-Unis et ailleurs en Europe, dont les arrière-grands-parents ont été amenés de force. Donc, ils sont 2 à 3 générations qui sont nés, grandis en Europe, aux États-Unis et dans les lieux où on les a déportés. Je me dis que ceux-ci ont le droit d'être traités au même pied d'égalité que les Blancs qui sont là-bas. Parce qu'ils n'ont pas demandé à être dans les pays-là. Ce sont les Blancs qui les ont déportés de force, leurs arrière-grands-parents. Quand ceux-ci demandent, ils se plaignent du racisme, je suis d'accord. Quand ceux-ci demandent qu'on respecte leurs droits et qu'on leur donne les mêmes accès à des choses sensibles, je suis d'accord. Parce qu'ils ne connaissent que ces pays-là, là où ils ont quitté, ils ne connaissent plus là-bas. Ils sont 2 à 3 à 5 générations perdues. Donc, ou, par exemple, un enfant qui est né d'une mère blanche, d'un père noir, on peut aussi accorder à ces gens aussi peuvent se plaindre du racisme. Ou un enfant qui est né d'un père blanc, ou d'un père chinois, d'un père russe, en un mot, ou d'un père japonais et d'une mère noire, cette personne aussi peut se plaindre du racisme quand on ne lui donne pas accès à des privilèges, à des avantages. Par exemple, donc, ça c'est ma première vue sur le racisme. Ma deuxième approche. Par exemple, moi je suis né en Afrique, en Guinée, j'ai grandi en Guinée. Moi je ne dois pas me plaindre du racisme. Ça c'est ma conception. Je vous donne mon exemple, quand je suis venu aux États-Unis en 2010, en 2014, parce que ici aux États-Unis, les entreprises viennent dans les écoles, les gens qui ont des moyennes générales, à partir de 3.00, les entreprises te prennent, ils t'envoient en stage, ils te font passer par des
par des interviews, on te prend en stage dans leurs entreprises par rapport à tes moyennes. Chaque année, on fait ça 1 fois ou 2 fois dans les universités ici. Donc, j'avais GPA, ils appellent ça GPA ici. J'avais GPA 3.5. Donc, peut-être 3.50. On peut dire comme ça. Donc, une entreprise ici, on appelle State Street. C'est une entreprise financière. J'ai été en interview. Et parce que tu reçois un email. C'est pas toi qui choisis. On t'envoie un email. Par rapport à tes moyennes, tu as droit à un stage. Je suis parti faire l'interview avec 2 managers dans cette entreprise. Les managers ont apprécié mon CV, ils ont apprécié l'interview. Ils m'ont dit OK, c'est eux qui donnent le OK. Mais ils envoient après l'email à la personne qui est chargée de valider les stages dans les universités. Il y avait une blonde. À l'époque, j'étais dans un community college qu'on appelait Bonka Hill Community College. Il y avait une femme blanche blonde là-bas. Je vais la voir, elle me dit, c'est bon, ton interview s'est bien passée, et passe me voir. Après, je viens la voir, elle dit non, qu'elle a envoyé une autre personne. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. J'ai dit, pourtant, mon interview a été OK, j'ai été approuvé par les 2 managers. Elle m'a montré la personne qu'elle a envoyée, une fille blanche blonde. Donc, c'est du racisme contre moi. Mais je ne me suis pas fâché. Parce que je me suis dit, OK, parce que je ne suis pas américain. Quand je dis que je ne suis pas américain, je ne suis pas né et grandi ici et je ne suis pas descendant d'esclaves. Je viens de l'Afrique. Et même si j'ai le passeport américain, pour moi, je ne suis pas américain. Je suis africain. Je viens de l'Afrique, je suis né et grandi là-bas. Donc, si j'étais par exemple en Afrique, moi aussi, un enfant guinéen qui a le même niveau qu'un enfant blanc, en Guinée, je donnerai le stage et le travail à l'enfant guinéen. Parce que chacun protège ta progéniture. Chacun protège ses parents. J'ai subi le racisme. Mais je n'ai jamais fait le cas. Je n'ai jamais fait un cas. Je ne me suis même pas fâché. Je me suis dit, OK, c'est chez eux. Ils ont le droit de protéger leurs enfants. Ils ont le droit de donner l'opportunité à leurs enfants. Nous sommes des étrangers. Si on nous donne des opportunités, petites soient-elles, on doit accepter ça. Moi, c'est comme ça que je me dis. Donc, quand je vois, pour moi, il y a des gens qui ont le droit de s'offusquer du racisme. Mais d'autres, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Parce que si c'était nous en Afrique, on s'était développé comme les Blancs. Les Blancs venaient chez nous. On n'allait jamais accepter que nos boulots soient donnés à des Blancs et laisser nos enfants dehors. On n'allait pas accepter. Moi, c'est comme ça que je conçois ça. Par contre, les Afro-descendants, les Noirs qui ont été déportés depuis des siècles, doivent avoir le même droit que ces Blancs, parce qu'ils n'ont pas demandé à être là. Mais nous qui sommes nés et grandis en Afrique, si on donne des opportunités, on doit se contenter de ça. C'est quand tu es un surdoué, ils peuvent te prendre et te mettre au-dessus de leurs enfants. C'est normal parce que c'est leur intérêt qu'ils cherchent. Donc, voici un peu mon analyse de cette histoire. Même quand je vois des joueurs brésiliens, des joueurs africains dans les championnats, quand on les lance des pots de banane, ils se fâchent. Quand on les fait des cris de chien, ils se fâchent. Non. Quand quelqu'un te dit petit noir, dis le petit blanc. Quand quelqu'un te dit nègre, dis le petit blanc. Quand quelqu'un te dit, te lance une peau de banane, lance-lui la peau de banane. Moi, je ne vois pas pourquoi on en ferait un problème. Ça, c'est mon avis personnel. Un problème, c'est-à-dire comme si c'est la fin du monde. Non, il faut être fier de sa peau. Parce que à chaque fois que tu te plains de ça, ils vont en faire une arme de guerre contre toi. Pourquoi tu es noir, père noir, mère noire, on te dit black, tu es fâché. On te dit noir, tu es fâché. Pourquoi tu te fâches pour ça? Quelqu'un te dit noir, dis le blanc. Quelqu'un te dit noir, dis le jaune. Et te dit noir. Mais il faut être fier de ça. Tu ne peux pas changer ça. Moi, ça, c'est mon avis. Pour moi, les joueurs africains qui se fâchent, le racisme, on m'a insulté, racisme, singe. Quand on te dit singe, dis le singe. On te dit singe noir, dis le singe. Il y a des singes qui n'ont pas de couleur noire.
Moi c'est comme ça que je conçois ça. C'est pour cela que quand je vois, par exemple, en Europe, particulièrement l'exemple de la France, quand je vois Marine Le Pen, les autres parler du racisme, dire que quitter chez nous, et on en a marre, et tout ça, moi, c'est des choses, chacun a la manière de défendre son pays. Je ne me plains pas de ça. Ça, c'est ma conception. Parce que je vous dis, si c'était nous en Afrique, les Blancs étaient venus chez nous, on n'allait pas accepter. Je connais la mentalité africaine. On n'allait jamais accepter qu'ils prennent nos pays, qu'ils prennent nos boulots, qu'ils prennent le boulot de nos enfants, qu'ils nous envahissent. On n'accepterait pas. Donc, ça, c'est ma conception du racisme. Un côté, ceux qui ont le droit de réclamer ça. Un côté, ceux qui doivent accepter parce que ce n'est pas chez nous. Maintenant, le troisième point, le panafricanisme. Le panafricanisme, d'abord, l'histoire a commencé sans que le mot panafricanisme soit mis en lumière. En 1884, il y a eu ce qu'on appelle la révolution haïtienne. Les esclaves haïtiens, vous savez, c'est les esclaves qu'on a amenés en Haïti à partir de l'Afrique, et se sont révoltés contre d'abord leur situation, 1, 2, contre le racisme qu'ils subissaient à l'époque. Et ils se sont révoltés dans leurs revendications. Ils ont mis dedans la création d'un État africain. Donc, cette révolte en 1804 des Haïtiens a réveillé les autres esclaves dans les autres contrées, dans les Caraïbes et aux États-Unis et ailleurs. Maintenant, vers la fin du 19e siècle, lors du processus de l'abolition de l'esclavage, il y avait des révoltes partout, aux États-Unis, dans les Caraïbes, et partout il y avait des esclaves. Donc, le mot panafricanisme a commencé à voir le jour pour la revendication du droit civique des esclaves. Et ça a pris de l'ampleur. Maintenant, un certain Sylvestre William, qui en 1900 a organisé la première conférence panafricaine à Londres, pour un passage du panafricanisme civique, panafricanisme politique. C'est-à-dire élargir à toute la race noire dans le monde, particulièrement en Afrique, qui était colonisée par les Blancs. Donc, du panafricanisme civique au panafricanisme politique pour la décolonisation de l'Afrique. Donc, voici un peu d'où est venu le panafricanisme. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait au début des années de l'indépendance, quand la décolonisation a commencé en Afrique? Ça a résonné, les gens ont adhéré. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait du panafricanisme aujourd'hui en Afrique? Aujourd'hui, en notre temps, le panafricanisme est devenu, moi, ça c'est ma compréhension, un slogan d'escroquerie. D'autres, en manque de projets et d'arguments pour l'Afrique et pour leurs pays respectifs, font des injures à l'encontre d'autres puissances en faveur d'autres puissances, à l'encontre d'autres puissances en faveur d'autres puissances, pour un moyen, comme nous sommes en Afrique, c'est l'émotion qui nous domine. Nous sommes dans l'émotion, nous sommes dans les réactions. Donc on adhère, dès que quelqu'un commence à insulter une puissance en faveur de notre puissance, on commence à réagir, on commence à applaudir, on commence à faire comme ça. C'est pour cela que moi, le terme panafricanisme ou panafricain dans mes discours, vous ne verrez presque pas. Parce que j'ai une autre conception. Parce que pour moi, le panafricanisme qui a été revendiqué au niveau des afro-descendants,
Le panafricanisme qui a été élargi en Afrique pour la décolonisation a fait son travail. Maintenant, qu'est-ce que nous devrions faire? C'est là où je m'attelle au quatrième point, les défis réels et essentiels à notre survie. Quels sont les défis que nous avons sur le continent africain en général et chez nous en Guinée en particulier? D'abord, je m'attellerai sur 4 points essentiels. Peut-être qu'il y a beaucoup. D'abord, pour moi, un problème de leadership. Leadership, sans un bon leadership, ce n'est pas possible. D'abord, un illettré peut pas gérer une nation. Un illettré peut faire une projection. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que tout le monde, ce n'est pas n'importe qui peut venir au pouvoir. Quelqu'un aussi qui est allé à l'école, qui a fait l'université, qui sait lire et écrire, mais qui n'a pas de vision, qui n'a pas de projection, qui n'a pas d'ambition, ne peut pas devenir président d'une nation. Parce que ça englobe plusieurs choses. Problème de leadership. 2. L'électrification. L'Afrique, après plus de 60 ans et quelques indépendances, ne maîtrise toujours pas l'électrification du continent et de ses pays respectifs. Sans l'électrification, rien n'est possible au jour d'aujourd'hui. Il ne doit y avoir aucune place en Afrique sans électricité, 24 heures sur 24. Tant qu'on ne maîtrise pas l'électricité, il ne faut même pas espérer. Tout ce que nous faisons aujourd'hui pour la conduite de l'eau dans nos foyers, pour que l'eau soit acheminée dans nos foyers, il faut de l'électricité. Pour de bonnes études, il faut de l'électricité. Pour tout ce qu'il faut, pour surveiller nos frontières, il faut de l'électricité. Pour surveiller le pays, il faut de l'électricité. Pour amener la sécurité dans le pays, pour rendre le pays vivable, il faut de l'électricité. Sans l'électricité, rien n'est possible. 3. Les routes. Sans les routes, il n'y a pas de pays. Sans les routes, il n'y a pas de continent. Les défis des routes, il y a des villages chez nous en Guinée où on n'a pas accès parce qu'il n'y a pas de route. Et sans route, comment on peut électrifier des villes? Sans route, comment on peut acheminer des conduites d'eau? Sans route, comment on peut avoir une économie interne florissante? Parce qu'il faut les routes qui permettent à un citoyen de Zérékoré de prendre ses marchandises, aller vendre à Djedjedou le matin et retourner à midi 14h à Zérékoré. En 2 heures, 3 heures. Donc sans les routes, rien n'est possible. Avec les routes, on peut avoir accès facilement et avoir un marché d'abord en interne et dans les pays limitrophes sans problème. Avec une bonne route, on peut quitter la Guinée le matin, on va écouler ses marchandises au Sénégal, on retourne le soir en Guinée. On peut le faire avec la Côte d'Ivoire, avec la Sierra Leone. Mais il faut des bonnes routes. Ça, c'est 3e point. 4e, la corruption. La corruption, déjà moi, en tant que musulman, la corruption est interdite dans ma religion. Le Coran interdit la corruption. Dieu dit dans le Coran, ne s'aimez pas la corruption sur la terre. D'abord en tant que musulman. Maintenant, en tant que citoyen, en tant que nation, la corruption doit être bannie. Je sais que c'est difficile de combattre, mais si on ne prend pas des mesures dures, ça va être très difficile qu'on s'en sorte.
Parce que c'est la corruption qui est à la base des faillites de nos États. C'est la corruption qui nous empêche de nous financer nous-mêmes, de s'autofinancer. C'est la corruption qui nous empêche de faire des grands travaux, des grands investissements. Par exemple, chez nous, regarde, c'est très simple. Un DAF, un directeur administratif et financier, en 2 ans, 3 ans de service, peut se construire un étage de 9 niveaux. Aux États-Unis, tu peux travailler peut-être 20 ans, 30 ans. Rêver d'avoir un étage de 10 niveaux, il faut aller à la banque pour créditer de l'argent, pour faire ces investissements et faire un immeuble commercial pour rembourser l'argent de la banque en 30 ans, 40 ans. Mais chez nous, en Guinée, quand un DAF construit un étage de 9, 10 niveaux, on dit qu'il est béni. Quand il envoie 10 personnes à la Mecque, on dit qu'il est béni. Avec l'argent volé du pays. Quand un président construit des châteaux, on dit qu'il est béni. Non. Un président doit avoir son salaire, ses primes, ses avantages, c'est tout. Quand un président construit un château, qui n'est pas son argent, ses primes, c'est du détournement. Donc, si on met fin à la corruption chez nous, en Afrique en général, en Guinée en particulier, on verra qu'on n'aura plus besoin d'emprunter de l'argent, même si on aura besoin, parce que tous les États ont besoin d'emprunter. Les États-Unis sont endettés jusqu'au cou par la Chine. Tous les pays du monde sont endettés. L'endettement n'est pas mauvais, mais c'est de rembourser, mais c'est de se mettre au sérieux. Les États vivent de crédit. C'est pas mauvais de s'endetter, c'est pas mauvais. Mais si on mettait fin à la corruption, on punissait la corruption. Moi, je me dis, pour mettre fin à la corruption en Guinée, tellement que c'est gangréné, il faut rétablir la peine de mort pour les corrompus. Ça permettra d'avoir un budget conséquent, de rémunérer, de payer le salaire conséquent aux gens, les enseignants, les médecins, chacun aura un bon salaire, chacun vivra et construire des logements sociaux décents pour toute la population. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois, on ne vit que pour la population. Et chacun doit s'acquitter de ses taxes. Chacun doit payer les taxes, pas de gratuité. Il n'y a pas de gratuité aux États-Unis. On vit aux États-Unis, tout est payant ici. On ne se plaint pas de ça. Alors pourquoi on va se plaindre quand tout sera payant chez nous, en Guinée et en Afrique? Pourquoi? Ici, les populations américaines, ce sont les taxes là que les Américains prennent là, même les Européens, ils donnent à l'Afrique, crédit. Non, c'est de l'argent de leur population. Eux, ils pressent leur population. Les populations payent les taxes. Nous, on veut tout gratuit, tout gratuit. Quand tu payes une maison ici, tu payes les taxes de la maison. Chaque année, tu vois un Guinéen qui n'a même pas 10 millions de francs guinéens comme salaire, qu'il a 5 villas, 6 villas. Où il a pris ça? En Guinée, tu vois, un fonctionnaire est plus riche qu'un homme d'affaires. Où on donne des contrats à des Guinéens qui n'ont aucune expérience de l'architecture, de l'ingénierie, qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucun niveau, ils disent des hommes d'affaires, des entrepreneurs de BTP. Quand tu donnes le contrat à quelqu'un qui n'a aucune notion dans la construction, aucune notion dans le bitumage, quand les entreprises font de faux boulot, comment il va se rendre compte? C'est ce qui nous tue en Guinée. Aujourd'hui, tous les régimes qui sont venus ont fabriqué des faux types comme ça. On donne des contrats de construction aux gens qui n'ont pas été à l'école, d'autres qui ont été à l'école, mais qui n'ont pas étudié l'ingénierie ni l'architecture, qui n'ont aucune idée. On donne des contrats à ces gens, ils nous font des maisons bâclées, ils nous font des routes bâclées. Il faut qu'on sorte de là. Si on veut que ça marche, il faut de l'expertise. Quelqu'un qui ne connaît pas l'ingénierie, on ne peut pas lui donner les contrats d'un pont, ce n'est pas possible. Et sous cette transition, beaucoup de personnes sont devenues des millionnaires
des contrats de l'État, ils n'ont aucune expérience, aucune compétence. Comment vous voulez qu'on se développe avec ça? Ce n'est pas possible. Donc, voici un peu mon avis sur ces sujets. Peut-être que j'ai moins développé, je suis allé moins dans les détails, mais avec le temps, on va donner plus de détails. Mais voici un peu mon idée sur ces 4 points. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent encore m'apporter leur expérience sur ce que je viens d'expliquer, leur expertise, peuvent mettre en commentaire ou m'écrire en inbox. Je serai ravi d'apprendre de vous parce que pour moi, chaque être humain a une qualité. Chaque être humain a une capacité. On peut apprendre l'un de l'autre. Et je veux apprendre de tout le monde. Ça, c'est ce que je veux. Parce que pour moi, tant qu'on apprend des autres, on devient meilleur. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.